Good morning. Bonjour à tous. Eh bien, je suis ravie de savoir que nous sommes ici dans la salle d'audience numéro 3 parce que c'est une salle bien éclairée. On voit la lumière du jour. Oui, Monsieur le Président. Okay. Good. Bonjour, monsieur le témoin. J'espère que vous êtes bien reposé, vous vous sentez mieux aujourd'hui. Pas plus qu'hier, magistrat. Pas plus. OK. Bien, bien. Je vais maintenant donner la parole. Ah, non, je ne vais pas donner la parole à la défense de monsieur Gbagbo parce que je vois que le suivi du procureur a quelque chose à dire. Monsieur Demedjian, désolé de vous interrompre, monsieur le président, mais hier, nous n'avions pas beaucoup de temps. Et étant donné que j'étais très pressée et que j'ai posé des questions rapidement, j'ai oublié de poser une question nécessaire au témoin, qui est nécessaire pour la défense d'ailleurs. Pourrais-je avoir 5 minutes, s'il vous plaît, afin de traiter de ce sujet? Parce que je ne voudrais pas avoir à prendre ce sujet dans le cadre des questions supplémentaires, parce que ce sera utile pour la défense. Le président, très bien. Monsieur Maître Altit avait des objections? Maître Altit n'a pas d'objection. Très bien, dit le président. Dans ce cas-là, allez-y, monsieur Demedjian. Bonjour, monsieur le témoin. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le témoin, j'ai quelques questions à vous poser ce matin et je vais y aller tout de suite directement au sujet du document que je vous avais montré hier. Vous vous souvenez du document? Ouais, on devrait aller en session privée, s'il vous plaît, monsieur le président. Yeah, let's go into private session. Donc, allons à huis clos partiel, s'il vous plaît. Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Thank you very much. Le président, merci. Maître Altit, c'est à vous. Monsieur le témoin. Bonjour, maître. Je suis Emmanuel Altit, l'avocat du président Gbagbo. C'est maître. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, avec votre autorisation, je voudrais parler, avant de commencer, réellement l'interrogatoire, je voudrais parler d'un email que nous avons reçu hier soir et que vous avez reçu hier soir, émanant de l'accusation. May I interrupt you? Le président, puis-je vous interrompre? Puis-je vous interrompre? Rejeté, vous pouvez poursuivre. Je n'ai plus rien à dire sur ce point. Monsieur le Président, je vais donc commencer mon interrogatoire. Et je vais commencer par poser quelques questions en huis clos partiel avec votre autorisation. Yes, of course. Oui? Donc, nous allons devoir passer à huis clos partiel. Je m'en excuse auprès du public. Nous allons faire la navette sans cesse. Mais il y a des questions qui doivent être posées à huis clos partiel. Et dès que possible, évidemment, Maître Altit nous préviendra et nous repasserons en audience publique. Donc, huis clos partiel, s'il vous plaît. Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Alors, monsieur le témoin, et rappelez-vous bien ce que je viens de dire à l'instant, n'est-ce pas? Et si vous avez quelque chose à dire qui demande que nous passions en huis clos partiel, vous le dites. Je vais répondre, mais à huis clos partiel. On est d'accord? D'accord, maître. Alors, dans votre déclaration, celle dont on parlait tout à l'heure,
Vous avez dit, et pour aller vite, et aussi parce que nous sommes en audience publique, je ne crois pas indispensable de donner les références, mais si l'accusation insiste, je peux les donner. Si vous les avez devant vous, ça serait très utile. Merci. D'accord. Alors, si vos TP 0077 1419, page 1451, ligne 1194 à 1202. Et monsieur le témoin, j'attends, comme tout à l'heure, que les interprètes me disent qu'ils sont prêts. Je vais répéter là, c'est cela, hein? Je vais répéter les références, oui. Alors, donc, le document c'est CIVOTP 0077 1419. C'est la déclaration. Il s'agit des pages 1451, ou de la page 1451, ligne 1194 à 1202. Parfait. Alors, vous y disiez dans cette déclaration, l'armée n'avait pas beaucoup de moyens, donc elle reculait. Et même à l'ouest, tous ceux qui sont partis de l'ouest, du nord, qui sont rentrés ici, l'armée, la population, fuyaient devant eux. Ils étaient plus armés que l'armée. Et c'est ceux-là de l'intérieur qui sont venus s'ajouter à ceux d'Abidjan pour conquérir Machin avec les bombardements et tout. Alors, nous avons bien compris ce que vous disiez pour 2002 sur le fait que l'armée peu nombreuse était peu armée et peu à même de réagir à l'attaque des rebelles en 2002. Ça, c'est clair. Ici, si je comprends bien, on est en 2010, correct? Oui, maître. Très bien. Alors, premièrement, vous dites l'armée n'avait pas beaucoup de moyens. Et n'oubliez pas ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que ne nous dites pas comment vous le savez. L'armée n'avait pas beaucoup de moyens. Est-ce que vos commentaires de tout à l'heure concernant 2002 sont applicables pour 2010? Ou bien est-ce que ce déséquilibre en faveur des rebelles et en défaveur de l'armée gouvernementale était encore plus prononcé en 2010? Au vu de ce qui se passait, elle était autant prononcée en 2010. Hein. Parce que le pays étant sous embargo, je pense que l'armée n'avait pas suffisamment de moyens qu'il fallait. À ma connaissance, mais comme je ne suis pas au courant de l'armement dont disposait effectivement Notre armée, je ne peux pas affirmer, mais au vu de ce qu'on voyait et de ce que le pays était sous embargo, l'armée nationale n'avait vraiment pas les moyens qu'il fallait. On sait que les avions avaient été acquis, beaucoup d'efforts ont été détruits. Donc la Côte d'Ivoire n'avait même pas officiellement de quoi faire face efficacement. Ça, c'est de notoriété publique. Est-ce que je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, maître? Vous y avez répondu. Est-ce qu'on peut synthétiser votre réponse en disant que vous considérez
que les rebelles étaient plus puissants militairement que l'armée gouvernementale. Ah oui, moi je crois, oui. D'accord. Vous avez mentionné à l'instant vous avez mentionné à l'instant la destruction des avions de la force aérienne ivoirienne. Par qui ont-ils été détruits? L'armée française. L'armée française. À quelle La occasion? suite de l'erreur de bombardement d'un camp militaire français à Boaké. En réaction, bon, la France a décidé de détruire l'aviation ivoirienne. Au vu aussi de tout le monde. Sur les événements de novembre 2004, c'est tout ce que vous pouvez nous dire ou vous avez d'autres choses qui pourraient nous intéresser? N'oubliez pas, hein, vous êtes en public. Moi, je ne vois pas, je vois pas. Si vous avez peut-être une question bien précise sur un événement précis, peut-être que je pourrais répondre ou ne pas répondre. Je vais revenir à ma citation de votre déclaration. Vous avez dit, et même à l'ouest, c'est toujours le même passage, hein, je dis ça, oui. Et même à l'ouest, tous ceux qui sont partis de l'ouest, du nord, qui sont rentrés ici, l'armée et la population fuyaient devant eux. Quand vous dites tous ceux qui sont partis de l'ouest, du nord, qui sont rentrés ici, vous faites allusion à qui? Vous voulez que je vous répète votre phrase? Si j'ai compris, il s'agit de l'armée. Si vous permettez, Oui. je vais vous répéter votre phrase, parce que c'est pas si clair, c'est vrai. Je vais répéter l'ensemble, hein, comme ça sera plus clair. L'armée n'avait pas beaucoup de moyens, donc elle reculait. Et même à l'ouest, tous ceux qui sont partis de l'ouest, du nord, qui sont rentrés ici, l'armée, la population fuyaient devant eux. Alors, je vais vous poser la question autrement. L'armée et la population fuyaient devant qui? Devant l'avancée des rebelles, si on peut les appeler maintenant comme ça. Devant l'avancée des rebelles. Et les populations Oui, l'armée des rebelles. Oui, l'armée des rebelles. Oui. Les populations qui fuyaient, les rebelles, donc, d'après vous, étaient-elles nombreuses? Ah oui. On ne peut pas dire que non, mais l'Ouest était presque dépeuplé. Beaucoup sont venus à Abidjan, se réfugier. Donc, Pas encore reparti. Donc, ce que vous nous dites, si je comprends bien, et vous m'arrêtez si j'ai mal compris, c'est que de tout le pays, les populations ont fui l'avancée des rebelles, et en particulier à l'ouest, où vous dites que la grande majorité de la population a fui l'avancée des rebelles, ou plutôt laissant toute cette partie ouest du pays dépeuplée. C'est bien ce que j'ai compris. Et c'est bien ce que vous dites. Je ne dirais pas dépeuplé, mais beaucoup sont partis. D'accord. Alors, toujours dans votre déclaration et toujours dans le même passage, mais juste avant, je le dis pour les interprètes, c'est donc à la ligne 1195. Vous disiez, monsieur le témoin, et je vous cite, quand des gens ont commencé à attaquer les patrouilles de l'armée et de la police et de la gendarmerie,
on ne savait pas qui c'est. Il y a eu des morts et des morts. Et on les appelait le commando invisible. Alors, je reprends ce petit passage. Vous dites, quand des gens ont commencé à attaquer les... Alors, pour que les choses soient claires pour nous, je répète, hein, quand des gens ont commencé à attaquer. Alors, quand des gens ont commencé, donc on a compris qui étaient ces gens, le commandant invisible, mais première question, quand ont-ils commencé à attaquer? Et deuxième question, où se sont produites ces attaques? Pour que les choses soient claires pour nous. Je ne me rappelle pas exactement la date où le commando invisible a commencé, mais je sais qu'ils ont commencé à Bobo. À Bobo, puis voilà. D'accord. Attaquer les patrouilles. Les patrouilles mixtes et tout, ça fait beaucoup de morts. Monsieur le témoin, juste un mot. Vous avez dit les patrouilles mixtes, c'est ça? Oui, police, gendarmerie, armée. D'accord. Les premières attaques ont eu lieu avant ou après le second tour des élections présidentielles de 2010? Je crois que c'est après. D'accord. Je peux me tromper, mais je crois que c'est après. Puisque avant le deuxième tour, la proclamation des deux résultats, il n'y avait pas d'attaque. Tant que je me rappelle, il n'y avait pas d'attaque. C'est après. Donc c'est après le deuxième tour. D'accord. Quel était l'armement de ceux qui attaquaient les patrouilles de l'armée et de la police et de la gendarmerie, pour reprendre vos termes? Comment étaient-ils armés? Selon ce qu'on nous rapportait d'un peu partout, ils étaient armés de de kalachnikov, de RPG, de lance-grenades. En tout cas, ils étaient armés, dit-on. D'accord. Ils tiraient, ils attaquaient et puis ils disparaissaient. Donc, ce que vous nous dites, si je comprends bien, c'est que des forces équipées d'armes aussi encombrantes que des RPG, par exemple, ont pu préparer ces attaques en pleine ville, en plein Abidjan. Alors, ma question, comment cela est-il possible? N'aviez-vous pas... Alors, je vais poser la question un petit peu différemment du fait de l'audience publique. Comment, à votre avis, ces groupes ont-ils pu déclencher des attaques à un certain moment? Y a-t-il eu préparation? Et attention, ne nous dites pas comment vous savez ça. Je crois que c'est de l'autorité publique, mais Abidjan était infiltré depuis longtemps, dit-on. Les armes étaient rentrées, les gens se confondaient à la population, et c'est comme ça que peut-être qu'on n'arrivait pas à les identifier, puisqu'ils étaient dans la population. Ils étaient rentrés déjà, beaucoup étaient déjà à Abidjan. Hein. On a eu beaucoup d'exemples d'armements qui ont été distribués et tout. On a entendu parler de ça.
Et ça s'est avéré vrai. Abidjan était infiltré. Ils étaient déjà là. À votre avis, ces attaques... Oui, oui. J'ai terminé, maître. Mais allez-y, hein, si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas. Non, ça va, j'attends les questions. D'accord. À votre avis, ces attaques dont vous nous parlez ont-elles été déclenchées en fonction d'une stratégie globale? Est-ce que vous saisissez le sens de ma question? Alors, s'agissait-il d'attaques éparses, autant que vous le sachiez, lancées pour des raisons ponctuelles, des raisons appartenant à ceux qui les lançaient, ou bien ces attaques ont-elles été lancées dans le cadre d'une stratégie plus globale, déterminée par d'autres personnes? Your Honors, Monsieur le Médian, Monsieur le Président, Monsieur le juge, le Président, allez-y. Monsieur le Médian, je suis désolée d'interrompre nos contradicteurs. Nous allons peut-être devoir passer à huis clos partiel pour savoir d'où le témoin tient ses sources. Je pense que c'est un domaine de compétence, à mon avis, qui n'est pas celui du témoin. C'est sans aucun doute un domaine de compétence qui est celui du témoin, mais en revanche, je n'ai pas d'objection à ce qu'on passe en audience à huis clos partiel. So let's go into... Le Président, très bien, passons à huis clos partiel, par excès de prudence. Répondu aux questions qui vous ont été posées par toutes les parties. Je vous souhaite bonne chance et au revoir. Merci, Monsieur le Président, pour votre compréhension. Je vous souhaite bonne chance et au revoir. Merci, Monsieur le Président, pour votre compréhension. Je vous remercie beaucoup. Tout comme je remercie les parties qui m'ont posé les questions pour connaître la vérité. Et si vous le permettez aussi, je voulais saluer le président Babou et le ministre Blegoudi. Merci beaucoup. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Thank you, goodbye. So we... Merci et au revoir. Donc nous pouvons couper la transmission, je pense, maintenant. Avant de lever l'audience jusqu'au lundi 27, et d'ailleurs, est-ce que le témoin sera ici ou est-ce qu'il sera ailleurs? C'est pas la peine d'en dire davantage, monsieur. Mais je veux juste savoir si nous allons reprendre à 9h30 ou à 11h. Monsieur Desmergents, 9h30. Le président, 9h30, bien. Merci beaucoup. Donc, avant de lever l'audience, j'ai une décision à rendre au sujet de la publicité du procès. Pendant ce procès, jusqu'à présent, sur demande du procureur et pour suivre les conseils de l'unité des victimes et des témoins, la Chambre a fait droit à des demandes de mesures de protection eu égard à 8 témoins. Les mesures en question sont passées par l'utilisation de pseudonymes ainsi que l'altération des traits du visage et de la voix et le recours à des huis clos partiels pour certaines parties de la déposition. Le but était de préserver la confidentialité ou de garder confidentielle plutôt l'identité du témoin afin d'assurer la sécurité des témoins tout en pouvant entendre la teneur de la déposition en public dans la mesure du possible. Malheureusement,
très malheureusement d'ailleurs. Cependant, la Chambre a été informée qu'il y a eu plusieurs tentatives pour rendre public et identifier publiquement les témoins, notamment en passant par les médias sociaux. Il ne s'agit pour le moment que de conjectures. Mais ce sont des conjectures qui ont quand même perturbé de façon importante la procédure. La Chambre a entendu à maintes reprises toutes les parties et les participants à ce sujet. Et la Chambre a déjà exprimé sa préoccupation au vu de l'évolution de cette situation. Et elle l'a fait le 10 mai ainsi que le 8 juin 2016. Et la Chambre a envisagé l'adoption de mesures plus strictes. Si nous prenons en considération le fait que le problème persiste, la Chambre est d'avis qu'afin de protéger les témoins et qu'afin d'empêcher des perturbations régulières de ce procès, elle doit maintenant prendre des mesures strictes et ce pour véritablement réguler l'accès public à la procédure. En prenant cette décision, la Chambre a pris en considération deux principes qui sont essentiels, qui doivent être préservés, à savoir le fait que les accusés ont le droit à avoir des audiences publiques en application de l'article 67.1 du statut, d'un côté, mais par ailleurs, la Chambre et la Cour a pour devoir de prendre des mesures appropriées pour protéger les témoins et sur l'application de l'article 68.1 du statut. En fait, l'article 68.2 du statut indique de façon explicite que la publicité des débats n'est pas absolue et que des exceptions sont autorisées, et ce afin de protéger justement les témoins. Vous avez également la règle 87 du règlement de procédure et de preuve qui régule ce type d'exception ainsi que les procédures pour leur mise en application. En conséquence, la Chambre décide que, à l'avenir, lorsque des mesures de protection seront octroyées afin de garder confidentielle l'identité d'un témoin, à savoir le recours à un pseudonyme et à la déformation des traits du visage et de la voix, les mesures suivantes seront utilisées. Dans un premier temps, la diffusion publique du procès et la publication des comptes rendus d'audience seront retardées jusqu'à la fin de la déposition du dit témoin et jusqu'à ce que l'intégralité de la déposition du dit témoin ait été analysée, révisée et expurgée si nécessaire. C'est à ce moment-là que les enregistrements vidéo expurgés et les comptes rendus d'audience seront mis à la disposition du public. Nous exhortons les parties à présenter leurs propositions d'expurgation par le truchement du greffe, tout comme elle l'a fait jusqu'à présent. Deuxièmement, il est demandé au greffe de demander et de collecter les informations concernant tous les visiteurs qui se trouvent dans la galerie du public, notamment leur nom complet et la nationalité. Toute personne refusant de fournir cette information n'aura pas accès à la galerie du public. Ainsi, toute infraction à la confidentialité pourra être tracée. Cette liste qui sera tenue sera conservée confidentiellement par le greffier et sera transmise à la Chambre lorsque cela sera demandé par la Chambre. La Chambre comprend parfaitement que ces mesures vont restreindre la possibilité pour le public de suivre en direct le procès. Mais ces mesures sont une réaction à l'action de certaines personnes qui ne représentent certes pas tout le peuple de la Côte d'Ivoire, mais qui ont créé un risque très grave pour l'intégrité de ce procès, ainsi que pour la sécurité des témoins qui sont venus jusque devant notre Chambre pour témoigner et pour respecter le devoir qui est de dire ce qu'ils savent. Cela n'a rien à voir avec la liberté d'opinion, la liberté d'expression, et nous pensons qu'il s'agit d'un comportement parfaitement fâcheux, déplorable et illicite.
suite. La Chambre aurait bien entendu préféré ne pas devoir avoir recours à ce type de mesures, mais le contexte et l'environnement est devenu tel que nous pensons que c'est la seule façon d'assurer et de garantir l'intégrité du procès tout en préservant la publicité des débats. Voilà, cela entre en vigueur à partir de maintenant, donc nous entendrons le témoin suivant lundi 27 juin à 9h30 et jusqu'à lundi 9h30, l'audience est levée.